Mesdames, Messieurs, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici les titres de cette édition. Que pensent les citoyens béninois de l'affaire de placement hasardeux dans laquelle Laurent Métoyon a été cité et interpellé? Vous suivrez leur avis dans ce journal. Lancement officiel du plan stratégique d'action pastorale 2017-2022 de l'archidiocèse de Cotonou. C'était ce samedi au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Ngwedji à l'église Saint-Michel de Cotonou. Les Jeux universitaires démarrent demain, mardi 21 novembre 2017. 15 établissements et plusieurs centaines d'athlètes sont attendus à ces Jeux du sport universitaire. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Les sportifs des établissements publics et privés de l'enseignement supérieur vont renouer avec les Jeux universitaires dès demain, mardi 21 novembre 2017. Au total, 15 établissements publics et privés d'enseignement supérieur sont également attendus à ces Jeux. C'est à travers une conférence de presse que le directeur général de l'Office béninoise de sport scolaire et universitaire l'a fait savoir. Laurent Roland, Tonné Ikes pour le compte-rendu. Suspendus depuis quelques années, les Jeux universitaires du Bénin reprennent ce mardi 21 novembre. Pour informer l'opinion publique par rapport à l'organisation de ces Jeux, le directeur de cabinet du ministère des Sports et le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSCU, étaient ce jeudi face à la presse à la salle du CODI de l'Office de gestion des stades du Bénin, OGSB. Nous sommes là pour vous annoncer officiellement que le championnat universitaire va démarrer. Vous savez très bien que c'est l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui s'occupe de ce volet-là. Et donc, dans quelques jours, les étudiants de nos universités publiques et de nos universités privées auront la chance de pratiquer et de nous montrer ce dont ils sont capables en matière de sport. Ce sera l'occasion pour nous également d'identifier et de détecter des talents afin que nos équipes nationales puissent avoir le renfort qu'il faut, car désormais, le sport constitue pour nous un précieux levier de développement. Comme je l'ai annoncé, l'OBSU va assurer le leadership en matière de déroulement de ce championnat-là. Donald Alessis Sakako, directeur général de l'OBSCU, revient sur les détails de ces Jeux universitaires qui connaîtront la participation de 1000 athlètes et plus d'une centaine d'officiels. Donc pour cette édition des Jeux universitaires de 2017, nous aurons au total 15 universités, environ 1000 athlètes qui vont s'affronter dans 3 disciplines. Nous avons le football, le basket et le handball. Au cours de ces Jeux, nous aurons à sélectionner, comme l'a dit le DC, nous aurons à sélectionner les talents qui sont dans nos universités publiques comme privées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réussi à assurer l'affiliation de l'OBSU au niveau des instances faîtières du sport scolaire et universitaire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une équipe nationale universitaire. Nous avons besoin d'avoir une équipe dans chaque discipline pour pouvoir compétir au plan régional et international. Le lancement officiel de ces Jeux par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, sera précédé d'une caravane qui partira du carrefour Sika Toyota pour atterrir au niveau des aires de jeu du stade Général Mathieu Kékou le mardi 21 novembre. L'archidiocèse de Cotonou a procédé ce samedi au lancement officiel du plan stratégique d'action pastorale 2017-2022. Ce plan quinquennal d'une centaine de pages vise à renforcer la structuration et le dynamisme de l'administration diocésaine, l'efficacité et le rayonnement des paroisses, entre autres. C'était à l'église Saint-Michel de Cotonou au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Roger Ngwedji. Carole Olaye et Damien Pedro pour le reportage.
l'archevêque Roger Humbedji. Ce document de 111 pages comporte les missions, visions et changements pastoraux pour les 5 prochaines années à venir. Véritable instrument de travail, il va permettre de renforcer la structuration et le dynamisme de l'administration diocésaine, l'efficacité et le rayonnement des paroisses, ainsi que la pérennisation des structures éducatives, sanitaires et socio-culturelles de la communauté catholique de l'archidiocèse de Cotonou. Par ce plan, nous voulons, au nom de notre foi au Christ, donner un nouveau visage à notre archidiocèse. Nous voulons construire une église famille de Dieu, une église famille de Dieu convertie à l'évangile de Jésus-Christ, une église famille de Dieu engagée au service de tout homme et de tout l'homme. La bonne exécution des différentes activités pastorales contenues dans le plan stratégique d'action va promouvoir la foi, la communion fraternelle, la bonne gestion des ressources financières au service de Dieu et l'ordre administratif en vue de conduire le peuple de Dieu à une vie chrétienne plus responsable. Des valeurs sur lesquelles ont porté les lectures et évangiles du jour et sur lesquelles s'est également appesanti l'archevêque Roger Humbedji dans son homélie. La marche à la suite du Christ exige que nous soyons aux prises avec le réel au quotidien. La seule condition pour permettre à notre foi de s'enraciner en profondeur, de mûrir et de porter du fruit. La suite du Christ exige un abandon de nous-mêmes dans les mains de Dieu, ce qui est un acte de foi réel, en ce sens qu'il suppose un réel renoncement à soi-même. À la fin de cette célébration eucharistique, les membres de l'équipe projet qui accompliront les tâches nécessaires à la mise en œuvre des actions et projets contenus dans le plan stratégique d'action pastorale se sont engagés devant la communauté chrétienne présente à assurer avec efficacité et dévouement les missions à eux confiées. L'ambassadeur du Japon près la République du Bénin a visité les installations de Eden TV Diaspora FM ainsi que le Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines CIEVRA à la Fondation Espace Afrique. C'est une visite qui devrait générer bientôt un partenariat entre le Japon et la Fondation Espace Afrique Bénin. L'ambassadeur du Bénin y a découvert l'agriculture bio dans laquelle s'est spécialisé le CIEVRA. Il a aussi visité les locaux des médias de la radiodiffusion Diaspora FM et de la télévision Eden TV. Passage obligé aussi pour cette délégation, l'hôtel de ce centre. Au thème de sa visite, l'ambassadeur s'est confié à Aristide Setti. Vous suivrez également un extrait des propos de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Je me suis très étonné de savoir que cette fondation est très sophistiquée parce que le maraîchage, il y en a beaucoup de technologies ici. Et madame m'a expliqué les activités de fondation, par exemple de formation de maraîchage au peuple paysan. Je suis visité à la chambre de mariage. C'est très bon. Par exemple, on n'utilise pas d'engrais chimiques. Aussi, on n'utilise pas d'insecticides. C'est très bon. Il y a toujours, on utilise par exemple le Nîmes. C'est très facile pour le paysan béninois de l'utiliser pour l'augmentation de la production agricole, n'est-ce pas? Et ici, la formature a bien transféré de cette technologie aux paysans. C'est très important. Je pense qu'il y en a beaucoup de possibilités de notre collaboration. Mais, au premier temps, c'est très facile de démarrer de notre collaboration, c'est-à-dire la diffusion du programme d'anime japonais par votre studio. J'ai amené l'ambassadeur ici aujourd'hui
pour qu'ils voient ce que le Japon peut faire avec la Fondation Espace Afrique, ce que le Japon peut faire avec le groupe de presse Eden TV et la radio Diaspora FM, et aussi le groupe Pétroline, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que nous sommes là. L'ambassadeur a fait la visite, on a visité la télé, la radio, l'hôtel de la Fondation, les jardins et autres. Et l'ambassadeur a bien vu que nous faisons que l'agriculture bio ici à la Fondation et il est vraiment content. Parlons à présent de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'affaire de placement ASA2 dans laquelle le syndicaliste Laurent Métoyon est interpellé. Que pensent les citoyens béninois de cette affaire? Carole Olaye a recueilli leurs propos. Suivez plutôt. Par rapport à l'interpellation de M. Laurent Métoyon, vous savez que nous sommes dans un pays de droit, un pays de démocratie. Nul n'est au-dessus de la loi. Quel que soit son titre ou son genre, ou etc., sa place sociale, s'il enfreint à la loi ou bien il est concerné par, s'il concerne la gestion d'une institution bancaire ou financière, il est normal quand même qu'il soit interpellé, interviewé, qu'il donne son point de vue sur ce qui s'est passé réellement. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas interpeller telle personne ou telle personne. Et je crois qu'on doit laisser la justice faire son travail. Nous sommes en train d'apprendre sur les réseaux sociaux que le DG de la banque aurait dit qu'il a donné 2 millions par tranche à Laurent Métoyon plus une bouteille de champagne. Alors là où se situe la vérité, nous ne le savons pas. Et dans cette affaire, nous sommes en train de voir qu'il y a, c'est-à-dire, il y a le fait qu'on nous a parlé d'une ruse, d'une rage là. On sent ça dedans. Puisque Laurent Métoyon, vous le savez bien, hein, il fait partie donc de la FSP. Et c'est eux qui sont en train ils dénoncent le gouvernement à tout moment. Vous voyez, est-ce que c'est ça, la ruse et la rage a pris pour lui faire ça, on ne comprend pas. En son temps, si monsieur Métoyon refusait qu'on ne peut pas placer ce fonds dans une banque qui est presque en agonie, je pense que le DG du CNSS ne peut pas avoir le courage de placer cette somme dans cette banque. Donc, quelque part, sa responsabilité. Si quelqu'un a fait quelque chose dans le pays, il faut qu'on laisse la main à la justice faire son travail. Je ne vois pas pourquoi il y a tant de rumeurs partout. Hein? Si maintenant, s'il est neutre, il est clair dans cette affaire, il est libre de rentrer. Mais si le problème le suit, je ne vois pas quel problème qui va encore le laisser. Il faut que tout le monde se taise pour laisser la main à la justice faire son travail. Voilà qui est dit. Les résidences universitaires Hassan II Bide B et KISS de l'université d'Abomey-Calavi se trouvent dans un état lamentable et abandonné. C'est du moins le constat fait par une équipe de notre rédaction qui s'est rendue au campus d'Abomey-Calavi. Aristide Setti et Damien Pedro pour le reportage. On se croirait dans une jungle ici. Erreur. Nous sommes bel et bien au plus haut lieu du savoir qu'est l'université d'Abomey-Calavi. Un tour dans les résidences universitaires Hassan II, Bide B et KISS. Et bonjour les dégâts. Les reptiles, les araignées et plusieurs autres insectes sont les maîtres lieux. À l'intérieur de ces résidences, c'est le comble. Tout est ruine et poussière. Les toits perforés et au vent par les intempéries des nids aux chauves-souris, des murs lézardés. Les résidences universitaires Hassan II et KISS, qui avaient accueilli des étudiants il y a de cela 20 ans, se trouvent dans un état lamentable. Pour les responsables étudiants, c'est la désolation. Vous pouvez déjà constater mon sentiment à travers rien que mon regard sur le visage. Voyez-vous, lorsque nous disons que l'étudiant est toujours ou a toujours été l'orphelin de la communauté universitaire et tout, on pense que non, que nous jouons à la politique de la victimisation. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez constaté, depuis 2004, juin 2004, on a procédé à l'inauguration du bâtiment Hassan II. Mais à ce jour, en réalité, ce bâtiment est fermé. Fermé de l'irresponsabilité de nos cadres à divers niveaux. C'est triste parce qu'au même moment où le nombre
d'étudiants, demandeurs de résidence universitaire ne cesse de s'accroître. Il y a des bâtiments qui sont chaque année fermés, ou il y a des bâtiments qui ne sont jamais finis, qui n'ont jamais fini d'être construits, comme le bâtiment Bébite. Voyez-vous, c'est un éléphant blanc que nous avons à l'université. C'est un bâtiment réellement, si c'est fini, ça peut contenir jusqu'à 296 lits. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas fini. Et donc, c'est un éléphant blanc. Donc, il y a des étudiants, pendant ce temps, il y a des étudiants qui crèchent, qui dorment à la Belle Étoile. Bâtiment sans porte ni fenêtre. Installation électrique et plomberie vandalisée. Murs lézardés, ce bâtiment B est bloqué à l'étape de la fondation. Le reste des matériaux de construction est abandonné aux intempéries. Les étudiants condamnent fortement ces éléphants blancs sur le campus d'Abomey-Calavi. De ces bâtiments, il y a d'autres résidences qui sont à côté. Il y a les animaux dangereux qui peuvent venir ici et prendre par ici pour venir intégrer les autres résidences. Ça veut dire que l'étudiant qui est en résidence n'est pas en sécurité. Ouais. Mais regardez un peu à côté de nous. Nous sommes entourés d'herbe. Il faut reconnaître que dans notre pays, ici au Bénin, l'État, nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays où sommes-nous. Si c'est des échéances politiques, on est là, on prend la jeunesse pour instrumentaliser, pour faire des faux promesses. Mais une fois aux assauts, cette jeunesse-là n'est plus la préoccupation ou bien la priorité de nos dirigeants. Je ne comprends pas. Dans une grande université comme celle d'Abomey-Calavi, vous voyez, il y a les forêts partout, des reptiles. On n'a pas connu tout ça là avec vous. Mais dans le même temps, on nous demande de payer. Les responsables étudiants n'ont pas manqué d'interpeller les gouvernants. Nous ne sommes pas encore la priorité du gouvernement qui est là. Si tant est que la jeunesse en général et celle étudiantine est la priorité du gouvernement et tout, que le gouvernement se saisisse de ces dossiers-là. Toutes nos tentatives pour interviewer les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, ont été vaines. Les responsables feraient mieux de parer plus tôt au pire, comme l'effondrement des bâtiments et une course-poursuite des étudiants par les reptiles. C'était un reportage de Aristide Setti. Place à ce sujet auquel ne s'intéressent peut-être pas tous les parents d'élèves. Et c'est celui de la motivation des écolières, écoliers, collégiens, collégiennes. En tant qu'élève, combien de fois n'a-t-on pas eu envie d'être encouragé et ou récompensé pour un effort fourni? C'est de cela qu'il est question 2 mois après que les établissements d'enseignement ont rouvert leurs portes. Comment motiver les apprenants au travail? Jonas Bouchi s'est intéressé à la question. Quel rôle pour les parents d'élèves? Écoutez les réponses de certains enseignants de l'OCOSA du département du Mono. Beaucoup de parents ne comprennent pas le rôle du suivi et de la motivation des apprenants à l'école. Ils ne le savent pas. Ça agit sur le rendement de leurs enfants et c'est lorsque l'enfant échoue qu'il se réveille au dernier moment pour comprendre que pourquoi mon enfant a échoué et il ne commence pas à courir. Aujourd'hui, école égale argent. Si tu mets de l'argent quelque part, il faut aller vérifier ce qui se passe là-bas. Il y en a carrément qui pensent que le miracle va venir, tous les ans l'enfant doit passer sans suivre l'enfant. C'est un peu mauvais. Chaque enseignant fait de son mieux pour qu'il y ait un meilleur résultat. Mais le papa en retour doit jouer un autre rôle à part le rôle d'éducation. Il doit inciter son enfant à un travail bien fait. Il doit suivre l'enfant quand il revient à la maison. Est-ce qu'il apprend régulièrement ses leçons? Est-ce qu'il fait correctement ses exercices? Et promettre à l'enfant, par exemple, lorsqu'il va travailler, qu'il va lui acheter un vélo, par exemple, qu'il va lui faire un cadeau. La motivation passe par, bien sûr, la responsabilisation de ces enfants-là. D'accord, tu vois, tu es capable d'atteindre tel objectif. Tu peux autant que celui qui est premier de la classe. Et toi aussi, tu peux être ceci. Fais un petit effort et dès que tu atteins cet objectif, moi je suis prêt à t'accompagner dans ceci. Et à chaque fois que l'enfant fait un petit effort, même s'il n'atteint pas l'objectif que vous visez, vous pouvez déjà commencer par dire, bon d'accord, tu n'as pas atteint ça, mais je te gratifie de ceci. Si tu peux toujours atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ensemble, là je pourrais faire ça. Avec ça, les enfants, ils prennent goût au travail. Ce n'est pas une façon de les corrompre, mais c'est une façon de les amener à faire ce qui est de leur devoir. Il faut qu'on travaille quand même. Moi, j'ai un oncle, ce qu'il fait d'habitude, lorsque vous avez au-delà de 10, vous avez de 10 à 12, par exemple, vous n'avez rien. Mais lorsque vous avez, par exemple, de 13 à 16, vous prenez 100 francs pour la note qui s'ajoute à 13. Et ça motive l'enfant et il organise entre eux comme ça une cotisation. Il a 18, donc il prend finalement 600.
C'est-à-dire qu'il y a 6 points qui se sont ajoutés aux 12 qu'on a fixés. Donc c'est une forme de motivation qu'on peut faire aux enfants et les amener à aller plus de l'avant. Oui, je crois que c'est même la meilleure méthode, hein, plutôt que de penser au châtiment qui fait de vous un bourreau des enfants. Motiver les enfants, c'est essayer bien sûr de faire de toutes petites promesses à ces enfants-là et qu'il faut honorer, et bien sûr de temps en temps, pour que vous ne paraissiez pas comme un parent un peu pas trop sérieux. Motiver, c'est peut-être faire une promesse avec cet enfant-là. S'il obtient telle note, vous pourriez bien sûr être amené à lui acheter telle chose ou bien lui faire une surprise d'un cadeau pour peut-être une progression qu'il a faite en classe. Vous lui faites une surprise pour dire il en sera toujours ainsi s'il continue de travailler de cette façon. Avec les enfants, il ne s'agit pas d'être bourreau, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut dialoguer plutôt avec eux. Il faut dialoguer avec ces enfants-là. Leur montrer qu'ils sont responsables maintenant et qu'ils peuvent eux-mêmes se prendre en charge. Il faut les mettre en confiance. C'est surtout ça qu'il s'agit. On peut aussi les soutenir par les conseils, par l'écoute. Généralement, ils sont tous absents. On revient à la maison, tu as appris telle leçon, vous avez mangé, le papa va se coucher et à la fin de l'année, il s'étonne que l'enfant échoue. Il faut trouver du temps pour ces enfants. Nous devons passer du temps avec nos enfants. C'est ici que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.